Vient de paraître L'Empire des chiffres, un ouvrage que j'ai eu le plaisir de publier chez Armand Collin. Alors l'objectif de cet ouvrage est de saisir au fond la diversité des chiffres qui nous entourent et essayer de comprendre pourquoi ils sont là. On entend parler de chiffres du chômage, on entend parler de mesure des longueurs, on entend parler de la mesure du temps, on entend parler de la mesure d'intelligence, de la dépression, d'indicateurs économiques, financiers. On est, je pense que tout le monde est à peu près convaincu, entouré par un nombre invraisemblable de chiffres. Et la question qu'on peut se poser devant ces chiffres, c'est de savoir finalement pourquoi est-ce qu'ils sont là, à quoi servent-ils et d'où viennent-ils. Au fond, en d'autres termes, comment sont-ils conçus, qui les invente, qui les fabrique. Voilà. Alors, cette question, au fond, elle repose sur une idée dont il faut se débarrasser très vite, dès qu'on s'interroge sur les chiffres. C'est l'idée selon laquelle les chiffres seraient naturels, qu'ils nous seraient donnés, comme la nature nous donne l'alternance du jour et de la nuit. Eh bien, la nature nous donnerait les chiffres de l'heure, les chiffres des longueurs. Tout cela est faux. Les historiens, les anthropologues, les sociologues le savent bien. Ces chiffres sont finalement le produit de nos sociétés. Donc dans cet ouvrage, j'ai essayé de saisir cette diversité de chiffres en ne me fiant pas au vocabulaire qui souvent les accompagne. On entend parler parfois de mesures, on entend parfois parler de données, de statistiques, de chiffres, d'indicateurs, d'indices, de mesures naturelles. Derrière ces chiffres, qu'est-ce qui se cache? Pour essayer de répondre à ces questions, j'ai conduit ce que je crois savoir à peu près faire, c'est que je suis sociologue et statisticien, c'est que j'ai conduit une enquête de sociologie historique, en allant puiser au fond dans des contextes historiques très variés, des contextes sociaux, économiques et culturels très variés, et c'est de saisir des exemples, a priori les plus variés possibles, et voir derrière ces exemples ce qui est en commun. Par exemple, y a-t-il un point commun entre les premiers chiffrages, tels qu'ils apparaissent dans les cités-États en Mésopotamie, plusieurs millénaires avant nos jours? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces tentatives ou ces pratiques de quantification, de chiffrage dans la Mésopotamie et, par exemple, l'invention du système métrique sous la Révolution française? Est-ce qu'il y a des choses communes à ces chiffres mésopotamiens et puis au chiffrage, par exemple des longueurs, chiffrage des volumes, chiffrage des poids, tel que par exemple le système métrique l'a mis en place et l'a proposé sous la Révolution française et système métrique auquel nous sommes évidemment largement familiers aujourd'hui. Y a-t-il des choses en commun avec ces choses, la Mésopotamie, le système métrique, et puis des choses qui aujourd'hui nous sont très familières, la mesure de la dépression, le produit intérieur brut, le PIB, la mesure du taux de chômage, la mesure de l'intelligence, des indicateurs économiques, financiers. On pourra rajouter un autre élément qui est souvent oublié quand on pense à la quantification, au chiffrage, c'est la mesure de l'heure. La mesure du temps, au fond, on parle de mesure de l'heure, mais c'est la mesure du temps qui s'écoule. La mesure du temps, c'est une pratique très ancienne qui a largement évolué et aujourd'hui nous sommes tous équipés de montres ou de systèmes tels que des téléphones portables qui ne nous quittent pas et qui nous donnent en permanence l'heure où nous sommes et aussi pourquoi pas en permanence l'heure dans une contrée où on veut appeler quelqu'un à New York, à Moscou ou au Japon. Donc tous ces chiffres, d'où viennent-ils et qu'expriment-ils? Pour essayer de répondre à cette question, j'ai donc emprunté à ma profession, puisque je suis sociologue et statisticien, les outils de la sociologie, les outils de l'histoire sociale, les outils de la sociologie historique, pour aller puiser dans ces contextes très variés, ce qui finalement ce qui fabrique, ce qui légitime les chiffres dans nos sociétés contemporaines. Alors évidemment, c'est un travail de longue haleine, puisque j'ai l'ambition peut-être un peu démesurée d'embrasser relativement large, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et quelles sont malgré tout les principales conclusions auxquelles je crois pouvoir arriver, en tout cas les choses que je souhaite formuler, que j'ai formulées, que j'ai exprimées dans cet ouvrage? Bien, au fond, on peut identifier 3 raisons d'être du chiffrage, de la quantification, de la mise en chiffre du monde. La première raison d'être, qui est certainement la plus ancienne, on en trouve explicitement les traces dans les pratiques en Mésopotamie, on en trouve explicitement les traces dans la mise en nombre du temps qui s'écoule, la mesure des durées, la mesure de l'heure, ou la mesure du cycle du Soleil par rapport à la Terre. Donc on en trouve trace dans toutes ces pratiques, on en trouve trace également dans les pratiques de la mesure des longueurs, des vitesses, etc. La première raison d'être de toutes ces quantifications, de toutes ces mises en chiffre du monde, c'est un besoin de coordination. Il faut pouvoir, d'une certaine manière, s'entendre, il faut pouvoir coordonner nos activités,
éventuellement se comparer, éventuellement se stimuler. Ça, c'est la première raison d'être. Quand je dis la première raison d'être, ça ne veut pas dire que c'est la première par ordre d'importance, mais disons que c'est une raison qui pèse un poids très important dans l'histoire de la quantification et de la mise en chiffre du monde. La seconde raison, c'est une raison qu'on pourrait appeler politique, une raison, disons, de prise de décision, d'arbitrage et de gouvernement. Il faut que je fasse des choix. Eh bien, pour faire ces choix, il va falloir que, d'une certaine manière, je puisse comparer des situations, comparer des hypothèses. Et quoi de plus simple, d'une certaine manière, en tout cas l'histoire nous suggère, que une des choses les plus simples, un des outils les plus simples pour finalement décider, comparer, arbitrer, choisir, eh bien, c'est de mesurer, c'est de quantifier, c'est de mettre en chiffres les choses. D'accord ? Je vais, par exemple, ce n'est pas mon cas, mais imaginons, des parents peuvent choisir le lycée de leur enfant en fonction du taux de réussite de ce lycée. Un salarié peut choisir de travailler pour telle ou telle entreprise en fonction des perspectives de croissance de cette entreprise. Donc, un nombre incalculable de nos décisions repose finalement sur des chiffres, sur un chiffrage d'une réalité. Et donc les chiffres participent, et c'est une de leurs raisons d'être, participent à ces décisions. Alors ça peut être des décisions individuelles, mais ça peut être des décisions qui sont plus macro-sociales, plus macro-économiques, des décisions politiques. Lorsque nos hommes politiques, nos femmes politiques choisissent, votent des décisions ou prennent des décisions, votent des lois ou prennent des décisions économiques, sociales, culturelles, très souvent, leurs choix se fondent sur des chiffres, sur des estimations. Et puis la troisième raison d'être, c'est celle à laquelle on pense spontanément, mais je l'ai volontairement citée en troisième position, c'est au fond que les chiffres nous aident à connaître. Les chiffres, c'est de cette manière-là que finalement les scientifiques tendent à utiliser les chiffres, c'est que la mesure de la vitesse de la lumière, la mesure de la vitesse de ce véhicule, la mesure de la vitesse de cette particule ou du poids de cette particule, tous ces indicateurs sont des indicateurs de connaissance. Tous ces chiffrages, toutes ces quantifications reposent sur l'idée que grâce à elles, on va pouvoir accéder à des propriétés fondamentales de la réalité, à des propriétés qu'il faut acquérir, auxquelles il faut accéder pour pouvoir finalement mieux connaître notre monde. Je connaîtrai mieux notre monde, je comprendrai mieux l'univers qui nous entoure si je suis capable, par exemple, de mesurer la vitesse de la lumière, si je suis capable de mesurer la distance entre la Terre et la Lune, si je suis capable de mesurer la circonférence ou le périmètre de la Terre, si je suis capable de mesurer la distance entre Moscou, le centre de Moscou, le centre de Paris, par exemple. Tout cela participe à notre connaissance du monde, et donc c'est la troisième raison d'être, finalement, des chiffres, c'est qu'ils participent à notre connaissance. Alors, on pourrait être un peu surpris finalement que je présente cette troisième raison d'être en troisième position. Après le besoin de coordination, après le besoin de décision, viendrait le besoin de compréhension et de connaissance. Mais en fait, cette présentation en trois temps, ces trois raisons d'être, telles que je les ai non pas hiérarchisées mais ordonnées, eh bien, ça reflète un petit peu, alors évidemment on pourrait discuter, mais ça reflète largement la chronologie, l'histoire des raisons d'être de la quantification. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à nos yeux, en tout cas dans le monde occidental, un monde très technicisé, où la science a une importance, a une aura considérable, où on a le sentiment qu'aucune décision ne se prend sans un chiffrage, sans une quantification, eh bien, on a l'impression que la quantification, c'est un outil de connaissance, et qu'à partir de cette connaissance, on va prendre de bonnes décisions. Oui, c'est la conception que nous en avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas la conception telle qu'elle s'est progressivement, historiquement et socialement constituée. Socialement et historiquement, la quantification s'est constituée sur des besoins d'abord de coordination, d'arbitrage, de décision, puis de connaissance. Finalement, notre conception aujourd'hui de la quantification, qui fait qu'on voit la mesure, on voit les chiffres comme une expression de la réalité, donc une expression d'une connaissance de cette réalité, eh bien c'est une conception relativement récente. Alors, relativement récente, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut dire qu'on peut la faire remonter à la révolution scientifique ou à la révolution quantitative scientifique, fin 18e et surtout 19e siècle. Au fond, l'idée selon laquelle il n'y a de science que de la mesure, et si on veut bien connaître les choses, il faut les mesurer, c'est une idée qui prend place dans à la fois
le cercle scientifique, les cercles scientifiques, la communauté scientifique, mais aussi, bien au-delà, les cercles des affaires, les cercles économiques, aujourd'hui le marketing, le pilotage des entreprises, etc. C'est une idée qui prend finalement forme à la fin du XIXe siècle, dans quelques écrits de scientifiques, et qui après se répand tout au long du XXe siècle dans nos esprits, chez les spécialistes du marketing, chez les spécialistes du commerce, chez les décideurs politiques, et qui vont au fond estimer qu'il faut d'abord mesurer avant de décider. Il faut d'abord mesurer avant de se coordonner. Mais c'est un renversement de situation. C'est un renversement de situation historique et cela crée l'illusion que les chiffres soient l'expression de la réalité. Et ça, c'est un autre point que j'essaie de développer dans cet ouvrage, l'Empire des chiffres. C'est qu'au fond, les chiffres ne sont pas l'expression de la réalité telle qu'on l'entend spontanément. Ils sont certes le reflet de certaines propriétés des choses qui nous entourent, mais il ne serait rien sans l'intervention des sociétés, du social, du culturel, du politique. Les chiffres tels qu'ils existent aujourd'hui dans nos sociétés, tels que nous les utilisons, tels que nous les fabriquons, tels que nous les manipulons, sont des entités qui finalement sont le produit d'un acte de connaissance peut-être, mais un produit d'un acte de connaissance qui est largement façonné par notre manière d'être, par nos besoins de coordination. Une des conclusions de l'ouvrage, c'est quelque chose qui ne surprendra pas les sociologues, anthropologues, voire même les historiens, c'est l'affirmation selon laquelle la quantification, la mise en chiffre du monde, est un fait social. Qu'est-ce que ça veut dire un fait social? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'impose naturellement aux sociétés ou aux individus qui composent ces sociétés. C'est quelque chose qui finalement émane du social, le besoin de mise en chiffre, quelque chose qui émane du social, et qui s'impose aux individus, qui s'impose à tous, et finalement auquel, c'est de la quantification, quelque chose auquel on ne peut pas se soustraire. C'est un fait social. Alors c'est un fait social qui, au fond, quand on l'examine, comprend trois dimensions. Il y a une dimension technique, on va dire gestuelle, puisqu'il faut des dispositifs techniques, il faut des administrations éventuellement, il faut des appareils de mesure, d'enregistrement. Donc il y a des aspects techniques gestuels, pratiques, disons matériels. Le deuxième aspect, c'est un aspect qui avait été largement souligné par un auteur, Alain Desrosières, qui est un des précurseurs français de l'histoire sociale de la quantification, de la sociologie historique de la quantification, m'inscrit dans le prolongement de ses travaux. Il avait largement souligné la nécessité de la présence de conventions. Il n'y a pas de quantification sans convention. Et la convention est quelque chose d'éminemment social. La convention, là aussi, ne n'est pas imposée par la nature, elle est choisie par les individus, y compris la convention du mètre. C'est un choix. On aurait pu avoir une définition du mètre tout à fait différente, des définitions des longueurs, des volumes tout à fait différentes. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, dans plusieurs endroits dans le monde, encore aujourd'hui, il y a des unités de longueur et de mesure des volumes et des poids qui ne sont pas métriques. La mesure repose sur des conventions, que ce soit la mesure des longueurs, que ce soit la mesure des heures, que ce soit la mesure du chômage, que ce soit la mesure du taux de croissance d'une société. Tout ça repose sur des conventions. La convention est donc le second élément, le deuxième élément essentiel. Et puis le troisième élément, auquel on ne pense pas toujours, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, au fond, qui est en mesure de décider comment on va mesurer, et qui est en mesure de produire cette quantification. La quantification est un fait social qui comprend trois éléments. Le premier élément, c'est une dimension technique, matérielle, organisationnelle. Deuxième élément, c'est la nécessité qu'il y ait des conventions ou une convention pour fabriquer la mesure, pour quantifier, pour mettre en chiffres. Et la troisième dimension essentielle de ce fait social qu'est la quantification, c'est l'existence d'un pouvoir ou de pouvoirs. Qui est en mesure de mesurer, qui est en mesure de définir la convention, qui a le contrôle de cette mesure. Il n'y a pas de quantification sans ces trois ingrédients, technique, matériel, convention et pouvoir. Alors cet ouvrage s'adresse à un public très large, pas seulement un public universitaire ou de spécialistes de cette histoire, puisque j'ai essayé d'adopter un principe d'écriture et un principe de présentation qui renvoie à la marge, c'est-à-dire dans des encadrés, les aspects les plus érudits, et pour me concentrer sur le récit historique. Et au fond, cet ouvrage, pour une bonne part, c'est une succession d'histoires, et j'en tire des conclusions. Et puis les appuis, disons, théoriques qui sont les miens, je les renvoie dans des encadrés, dans des éléments qui peuvent être sautés à la lecture pour ceux que ça n'intéresserait pas.